Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Et aujourd'hui, je vous propose une partie fin des temps. 6 joueurs, 2 tables, 5700 points joués. Make the right one! Alors la partie que nous avons faite, les parties que nous avons faites pour cette game rentrent dans le cadre des grosses parties de Warhammer de la fin des temps de ma timeline, bien évidemment. Un retour, c'est-à-dire une espèce de vidéo récapitulative de tout ce qui s'est passé dans la fin des temps, où je répare même mes propres bêtises de scénario, sortira la semaine prochaine. Donc cette bataille, attendez-vous à quelque chose de très gros. Rien que pour le plaisir. Cette bataille s'est jouée sur 2 jours. Enfin, véritablement, elle s'est jouée sur 2 temps et donc sur 2 tables. Le montage va être un petit peu plus différent que d'habitude. J'essaye parce que c'est très compliqué pour moi de vous faire un seul rapport de bataille pour 2 games qui se sont passés à 5 heures de décalage l'une et l'autre. Mais je vous donne un petit peu le déroulé, comment ça s'est passé. Tout simplement, la bataille est le moment où Balthazar Gelt, donc si vous avez suivi les romans, si vous avez suivi nos rediffs sur Twitch ou nos lives sur Twitch, Balthazar Gelt reçoit un moment dans l'histoire de la fin des temps, un espèce de petit push scénaristique du genre écoute, crée un mur de foi comme tu as fait autour de la Sylvanie pour empêcher les démons de passer et les guerriers du chaos de passer. Très bien. Normalement, il le fait dans l'Empire. Pour ma part, non. Vu que Archaon a perdu un peu de temps, eh bien, il le fait sur Kislev, il le fait à Kislev. Il a besoin d'ailleurs de la magie de Kislev pour pouvoir réaliser son sort. Les armées sont constituées donc d'une alliance et d'une alliance du chaos. Donc les forces du chaos seront commandées par Vardrek Krom, donc celui que vous connaissez depuis la V6. On l'a joué avec ses règles fin des temps. Il a des règles fin des temps de Games Workshop de la V8, donc il est tout à fait jouable. Et surtout, il est le général du chaos, c'est-à-dire que c'est lui le chef de tout le monde. Il possède la marque du chaos universelle, chose qui n'existe plus dans Warhammer V8, mais qu'on a créée pour cette partie. Il y a toujours des règles créées pour les parties de fin des temps. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que la règle de la marque universelle du chaos? Eh bien, c'est tout simple. Que ce soit Hombet ou que ce soit guerrier du chaos, parce que oui, les Hombet l'ont aussi. C'est tout simple. Votre unité a une relance durant la game. Et ça peut être n'importe quelle relance. C'est gratuit. Hein. La marque du chaos universel, on l'a comptée gratuite pour que le chaos soit plus vénère que d'habitude, vu que c'est la fin des temps. En gros, ça peut être j'ai loupé ma charge, et tout mon régiment rejette sa charge. Voilà. Ou alors, je suis encore à corps, j'ai fait un jet foireux en touche, tout mon régiment a la touche relançable. Il y a des héros dans ce régiment, ils doivent faire exactement le même choix au même moment. Et ça ne dure bien sûr qu'un seul round, évidemment. Mais voilà un petit peu qu'est-ce que c'est que la marque universelle du chaos. Donc ça peut être une relance de commandement, ça peut être une relance de blessure, ça peut être une relance d'armure pour tout le régiment. Bref, on a voulu qu'il y ait ça pour la fin des temps. Donc à partir de maintenant, chaque fois qu'on jouera guerrier du chaos, il y aura, ou Hombet, il y aura la marque du chaos universel accessible si l'armée est du chaos universel. Donc Chrome, vous l'appelez comme vous voulez, dirige l'armée des méchants et il est allié de Malagor, bien évidemment. Donc Malagor qui avait déjà échappé à la mort par le bienfait du scénario dans les dernières parties contre d'ailleurs toujours Ungrim. Et bien là, il sera le général des Zombet pour avoir un gros sorcier niveau 4 qui possède également bien évidemment la marque du chaos universel et il est sous les ordres de Vardrek Krom. Pour finir, eh bien, l'Alliance du Chaos possède sur la deuxième table le Changelin qui est ici, qui lui n'a pas la marque du Chaos universel vu qu'il est démon de Tzeentch. Voilà un petit peu pour tout ce qui est des généraux du Chaos. Donc, mis à part la règle du Chaos universel, on n'a rien changé. On a utilisé la règle de Chrome de son livre de la fin des temps qu'on trouve dans Nagash. Malagor n'a pas eu de changement, même si c'est un livre V7, le mec est bien assez puissant pour pouvoir être intéressant, et le Changelin a des règles V8.
Du côté de l'Alliance, eh bien, nous avons Gelt. Gelt qui est bien sûr joué pas en nécromancien parce qu'il n'a pas été influencé par Vlad, etc., etc., etc. Vous verrez tout ce qui se passe et ce qui, pour réviser dans la vidéo que je sortirai la semaine prochaine, qui va condenser ce qui s'est passé dans ma fin des temps. Mais Gelt est envoyé au nord en tant que patriarche suprême avec une armée impériale et on va jouer ses règles classiques de la V8 avec son Pégase, bien évidemment. Mais il aura accès à un sort qu'il n'a pas accès de base, c'est le sort du scénario. C'est un sort qui est la création du bastion blanc et pas le bastion doré comme dans le roman de base de Games Workshop. Pour moi, il utilise, grâce à l'aide de Kislev, un peu de magie de glace, un peu de rune des nains, parce que oui, il est allié aux nains, et sa propre magie pour créer en fait le mur, la magie de l'alchimie, la magie du métal. Donc on va l'appeler le bastion blanc, et la création du bastion blanc, c'est un sort qui se jette à 25+, et qui est indissipable par l'adversaire. Par contre, qui peut provoquer des fiascos, bien évidemment. Donc voilà le seul changement qu'on a fait pour Gelt. Ungrim ne change pas du tout, c'est le Ungrim que vous connaissez de la V8. Et enfin, on n'a pas joué de seigneur légendaire de Kislev parce que je ne les ai pas encore fait. Et tout simplement, on a mis une sorcière niveau 4 de Kislev qui commandera le contingent. Donc voilà pour les règles classiques, on va dire, des héros légendaires. On a mis une unité en plus dans le lot de l'Alliance du Bien, c'est l'Hôtel de Grimnir. L'Hôtel de Grimnir, c'est une création de Quentin qui a fait un fanbase de unités qu'on ne voit pas chez les nains, mais qui sont loristiquement parlantes acceptées. Si vous voulez jouer ça, et vu que, je vous le rappelle, Karakadrin est tombé face au Skaven, il n'y a plus de Karakadrin, il n'y a plus d'Hôtel de Grimnir dans ma timeline, eh bien, Ungrim, qui cherche vraiment la mort, là, vraiment, eh bien, il a créé avec ses survivants un hôtel de Grimnir ambulant. C'est une création, vous avez qu'à taper, je mettrai le lien dans la description de la chaîne, de la description de la vidéo, pour avoir les règles de cette unité, qui est une unité qu'on a mis un peu plus cher, mais qui est là pour avoir une nouvelle unité de fin des temps du côté des gentils. Parce que vraiment, la marque du chaos universel, quand tu peux tout relancer tes blessés en guerrier du chaos, gratos, c'est fort. Donc on s'est dit, on va mettre un truc un peu bien quand même du côté de l'Alliance. Donc voilà un petit peu pour ce qui est des petites spécificités de cette bataille. Le scénario, qu'est-ce que c'est ? Alors je sais, la présentation va être un peu longue, mais la partie est énorme, donc excusez-moi. Ne passez pas, sinon vous ne comprendrez rien. Qu'est-ce que c'est que cette bataille ? Eh bien, il y a 2 tables. Le contexte est que Gelt et Ungrim doivent tenir, parce que nous sommes à la nuit des mystères, nous sommes à Gemnisnacht, les vents de magie sont censés être très puissants, en plus on est au nord, seul endroit où Gelt aurait pu lancer un sort aussi cataclysmique que celui-ci, que le Bastion Blanc. Les Kislevites ont des cercles de magie partout dans leur territoire qui condensent la magie pour éviter qu'elle leur pète à la tronche vu qu'ils sont très proches des désolations du chaos. Et Gelt s'est allié aux Kislevites et aux nains pour mêler sa magie avec la science runique et la science de la magie de la glace pour faire le Bastion Blanc. Il a besoin de la nuit des mystères où les vents de magie sont extrêmement puissants. S'il arrive à jeter son sort à un 25+, il gagnera la game. C'est-à-dire que même s'ils meurent tous, les alliés, s'il arrive à lancer son sort, eh bien la bataille doit se terminer à la fin du tour, bien sûr. C'est-à-dire il y a la phase de tir et la phase de corps à corps, encore derrière. Mais une fois que le Bastion Blanc est lancé, la partie techniquement est terminée. Cependant, ça ne change absolument rien pour le chaos, même si le Bastion Blanc est lancé, c'est pas grave. Pourquoi ? Parce que déjà, leur but, bien sûr, c'est de passer, c'est-à-dire c'est de détruire absolument tout le monde, de tuer tout le monde. S'ils arrivent à tuer Gelt avant, tant pis pour lui, mais c'est fini, Gelt, tu pourras pas lancer le sort, et donc le scénario peut être squeezé tour 1, oui, on est à Warhammer. Mais par contre, le chaos aussi, même si le Bastion Blanc est créé, il peut toujours tuer des héros légendaires. Je vous rappelle que c'est fini les points de destin de personnages. Valka est morte, Malus est mort dans ma timeline. Il peut très bien y avoir Ungrim, Gelt mort à cette bataille. Et oui, donc le chaos, il est là aussi pour taper des troncs. Je ne rappelle que c'est que l'avant-garde qui est envoyé. Chrome, ce n'est qu'un personnage secondaire dans la fin des temps. Donc voilà. Tandis que Gelt et Ungrim, ils sont plutôt ceux principaux. Donc faut pas trop les perdre, si vous voulez ce que je veux dire. Donc le but du chaos, faire le plus de dégâts possible, tenter même de tuer Gelt et de tuer les personnages légendaires. Et s'ils arrivent à empêcher le rituel du Bastion Blanc, c'est parfait. Comment ils peuvent l'empêcher ? Déjà, le Bastion Blanc, il ne peut pas être lancé, le sort de Gelt ne peut pas tenter d'être lancé tant que
La deuxième table n'a pas fini sa partie. Je m'explique. Sur la deuxième table, vous allez avoir Kislev qui va se battre contre des démons de Tzeentch. Pourquoi? Parce que lorsque Gelt et Ungrim ont préparé leurs armées et voient l'armée de Valdrek Chrome approcher, Gelt veut lancer le sort et quelque chose ne se passe pas, les vents de magie ne sont pas assez puissants. C'est des vents de magie classiques alors qu'il avait besoin d'une tempête. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème, certainement un cercle de magie non loin. Il envoie les Kislevites enquêter parce que c'est leur propre territoire, ils connaissent bien mieux. Et lorsqu'ils arrivent, il y a le changelin en train de trafiquer un cercle de magie pour dissiper la magie. Donc, pas super bien pour lui, c'est un démon, mais surtout pour aider Valdrek Chrome et Malagor. Donc le but de toute la partie, c'est que les Kislevites récupèrent le cercle de magie. C'est tout simple, c'est un point d'objectif. À la fin du tour, il faut avoir plus de régiments que l'adversaire dessus. Voilà, tout simplement. Les démons donc, sont en défense à ce niveau-là. Donc il faut qu'ils tiennent le plus longtemps possible, voire les 6 tours, pour empêcher Gelt de lancer son sort. Mais si les démons perdent la bataille de la petite table, entre guillemets, parce que c'est une 1500 points celle-là, s'ils perdent la petite bataille, lorsqu'ils perdent à la fin du tour, imaginons ils perdent au tour 3, eh bien, Gelt ne peut lancer son sort qu'à partir du tour 4. Vous voyez le principe? C'est-à-dire que plus tu tiens en tant que démon, mieux c'est pour toi. C'est assez terrible, hein, c'est assez terrible. Par contre, si jamais les démons perdent au milieu du tour 4, par exemple, ils sont premiers joueurs, ils sont tous dégommés à la fin du tour 4, à la fin de leur tour 4 et il reste au tour 4 des Kislevites, eh bien l'alliance de Gelt peut faire son sort au tour 4. Donc c'est assez chaud, hein. C'est assez chaud parce que les démons, il faut tous les tuer pour qu'ils meurent, ou alors il faut qu'ils loupent leur test de commandement, donc c'est pas parce que tu fais beaucoup d'impact que tu vas tous les tuer. En face, les Kislevites, ça reste que des humains, et de l'autre côté, il faut tenir contre tous les hommes bêtes et tous les guerriers du chaos, alors que Ungrim, certes il a que des tueurs, donc ça va être très bien pour tenir, mais Gelt c'est une armée de l'Empire, tout court. Donc voilà un petit peu le scénario. Pour la petite table, pour les gentils, entre guillemets, tuer les démons et reprendre le cercle de magie, pour qu'ensuite Gelt puisse arriver à lancer son sortilège. Mais il doit faire un 25+. Lorsque le cercle de magie des gentils est récupéré, Gelt ne jette pas 2 dés de vent de magie, mais 3 dés et garde les 2 plus grands, pour être sûr qu'il ait vraiment la canalisation de magie puissante. Du côté de la canalisation des méchants ou des gentils, qu'importe, dès qu'on sera à 3 dés, eh bien c'est le plus grand des 3 dés, bien sûr, qu'on prend pour avoir le nombre de dissipations. Voilà pour le scénario. J'espère que ça va vous plaire. On a fait déjà 12 minutes de présentation. J'essaie de faire court, je suis désolé, mais la vidéo va être un peu différente de d'habitude. Mais vraiment, la partie, je l'attendais depuis très 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 longtemps et je suis très fier de pouvoir vous montrer cette partie avec un montage qui sera comme j'ai pu faire avec 2 tables entières. Donc maintenant, les listes d'armées. Alors, la liste d'armées de la petite table à 1500 points. C'est l'armée de Kislev que vous avez déjà vue sur la chaîne qui combattait les guerriers du chaos dernièrement. Donc elle a beaucoup moins d'avantages de combattre des démons que les guerriers du chaos, je le rappelle bien, hein, parce qu'ils sont forts contre les guerriers, pas très forts contre les démons. C'est une armée commandée par une magicienne niveau 4, elle est full équipée, elle est sur son cheval, elle possède également un porte-la-grande bannière tenace, bien équipée aussi en termes de combat. Elle a en unité de base tous ceux que vous connaissez, donc les Ungol archers, pas génial, mais j'avais que ça. Les cavaliers Ungol qui accompagnent la magicienne, et les 23 cossards, armure lourde, armes lourdes, boucliers, tout équipé, à fond la caisse, résistance à la magie, patati patata. En unité spéciale, elle a bien sûr ses 10 cavaliers de la Légion du Griffon en unité spéciale, avec le plus 1 de mouvement en bannière, et elle a en unité rare bien évidemment les 3 fils d'Ursune avec le plus 1 de commandement sur la bannière. Tout est full équipé, tout est vraiment bourrin pour taper du démon. Du côté du démon, c'est Jean Lama bien évidemment qui va jouer, donc merci bien sûr à mes 6 joueurs hein, d'avoir joué durant ce week-end. Donc bien sûr l'armée est commandée par le changelin et est accompagnée d'un héros de Tzeentch niveau 2 PGB. On a 3 blocs d'horreur, un bloc de 18 et 2 blocs de 10 pour avoir plein de sorciers sur l'armée. Il y a 5 hurleurs de Tzeentch, 2 x 3 incendiaires de Tzeentch et un char incendiaire de Tzeentch. L'armée est intégralement Tzeentch, et vous allez me dire du Tzeentch full pour tenir pour être en défense. Et bien vous verrez ce que ça va donner. Par contre, sur le côté de la grande table, eh bien, il y a Chrome le Conquérant, bien évidemment, qui est jouable. Il est à 230 points, c'est sa valeur de la fin des temps. Je vous enverrai aussi. De toute façon, tout est sur le Discord, si vous voulez voir ses règles.
et bien sûr Malagor en généraux. Ce sont les deux généraux. Et chose intéressante, les Chrome donne son commandement autour de lui en tant que général, mais par contre, les grandes bannières ne fonctionnent pas si vous êtes homme bête et que c'est la grande bannière guerrier du chaos qui est à côté de vous. C'est pour ça qu'il y a 2 GB du côté du chaos. Donc du côté du chaos, il y a 2 grandes bannières. Il y a un grande bannière héros exalté, donc guerrier du chaos. Il est full blindé, il est tenace, c'est-à-dire qu'il a une 1+ tenace le gars, et une petite épée de frappe pour toucher plus une fois, donc le mec est vénère. Il y a un sorcier du chaos niveau 2 de la magie du feu avec le parchemin de dissipation, parce que oui, hein, c'est des héros légendaires sinon, donc ils n'ont pas de parchemin de dissipation. Je précise que le 25+ de Gelt, le bastion blanc ne peut pas être pâmé, hein, bien évidemment. Et le chef Minotaur grande bannière, c'est la première fois que je le proposais sur la chaîne, qui a juste la bannière puissant en force et qui est blindé. Voilà, donc un chef Minotaur qui a puissant en force de base et qui le donne à son régiment. Le plaisir. L'armée est articulée après sur beaucoup de rapides dès le début parce que c'est ce qu'on voulait, c'est une force d'invasion qui fonce en direction de Kislev. Donc il y a 5 cavaliers maraudeurs full équipés avec des haches de jet, un char du chaos, 2 x 5 chiens, 30 maraudeurs du chaos arme lourde, armure légère, un char à sangle-bouc, 29 gores, 30 gores. Donc que des unités de base plutôt légères, entre guillemets, mais qui sont là justement pour mettre la pression et l'avancée. Il n'y a pas de guerrier du chaos dans la base. Pourquoi ? Parce qu'en spécial, vous avez un hôtel de guerre du chaos, vous avez 21 bestigors accompagnés du chef Minotaur GB. On peut pas le mettre, c'est pas le même socle, je m'en fous, j'ai mis le même socle. 6 Minotaurs armes lourdes, parce que ça tabasse sec. Et surtout, 28 élus chaos universel pour accompagner Chrome et sa grande bannière, avec l'étendard d'os de liche, des hallebardes et des boucliers. Et comme vous le savez, les élus jettent un œil des dieux dès le début de la game et toute l'unité là, toute l'unité a +1 d'endurance dès le début. Oh là là, ça va être très très chaud. Donc ils ont tous endurance 5, ça va être vénère. Et pour terminer en termes de monstres, je la rejoue parce que j'adore la figurine et franchement je prends plaisir à la revoir sur la table. J'ai mis une Mutalite à Vortex pour avoir un autre sorcier en plus du côté du chaos, donc beaucoup plus de sorciers que du côté des gentils, mais le plaisir. Du côté des gentils, donc on a Ungrim et Balthazar qui sont tous les deux donc des généraux jouables en règle V8, et on a rajouté un grand maître de l'Empire avec un croc runique qui les a suivis parce que Gelt il est parti en tant qu'allié de l'Empire à Kislev, mais il n'a pas été parti tout seul. Karl Franz il a fait ok, mais tu prends un de mes grands maîtres, voilà. Tu pars pas tout seul, parce que je vous rappelle que Ungrim, vous le verrez dans la vidéo de résumé, mais Ungrim l'a rejoint qu'après, sinon Gelt était tout seul. Donc le fait d'avoir perdu Carcadrine a peut-être servi cette bataille. Vous allez voir la vidéo de regroupement aussi, je suis très fier. On l'a faite en direct sur Twitch, si vous voulez voir la rediff. En héros, il y a un forgerune avec une russe tueuse de sort niveau 2. Il y a un capitaine de l'Empire, grande bannière. Et oui, c'est lui le grande bannière de l'Alliance. Avec, il est full équipé aussi, un maître ingénieur, un prêtre guerrier monté avec une couronne de commandement et un répurgateur avec l'anneau rubis des ruines qui choisira en cible Malagor. Et oui, le petit plaisir. En unité de base, il y a 30 longues barres brumes de stoïcisme, il y a 39 lanciers, il y a 15 milices de franche compagnie et 10 halbardiers, tous les 2 détachements des lanciers. Il y a 10 chevaliers du cercle intérieur en armes lourdes qui accompagneront le prêtre guerrier monté et le grand maître. Il y a 2 blocs de 40 tueurs. Oh. Une batterie tonnerre de feu, un mortier, et oui on a joué un mortier, et il y a l'hôtel de Grimnir, unité spécifique de la bataille que vous avez encore en description. Donc voilà la présentation du scénario, du contexte et des armées. Je vais passer maintenant à la bataille. Profitez tous, et j'espère que ces 20 minutes de présentation n'ont pas été trop longues. Alors, pour ce qui est de l'accès à la magie, j'aurais tout mis en description pour savoir qui a à quel sort ou quoi que ce soit. Vous regardez la description de la vidéo parce que ça sera trop long à expliquer pour tout le monde. Donc le premier tour ainsi que les déploiements, je ne vais pas non plus m'étendre dessus, mais je vous laisse admirer les tables de jeu et le fait qu'on ait bien joué sur 2 tables. Chose intéressante, on a joué celle des démons d'Osiris le matin et on a joué la grosse l'après-midi, sans avoir à spoiler pour ceux qui jouaient l'après-midi, pour le plus grand plaisir de tous les joueurs.
Donc nous allons nous concentrer bien sûr sur la grande table, qui est la table absolue et importante du scénario. Et à chaque fois, j'essaierai en fait de vous expliquer très rapidement qu'est-ce qui se passe sur la petite table, question que vous ayez le suspense, vous, pendant toute la bataille. Je vous rappelle que tant que la petite bataille n'est pas gagnée par les Kislevites, le sortilège et donc le scénario ne peut pas être lancé par les gentils. Pour ce qui est de la haine des nains, je le précise, mais les personnages ont la haine des autres personnages. Et comme je l'ai dit, plus 1 en endurance pour les élus du chaos. Et la cible de la répurgation du répurgateur, c'est Malagor. Question de bien repréciser tout ça. Le premier tour pour la petite table, bien entendu, a été pour les Kislevites. Et pour la grande table, pour les guerriers du chaos. À chaque fois, c'est l'attaquant qui jouait en premier. Donc pour ce qui est de la phase de mouvement des guerriers du chaos, elle est plutôt simple. Les seuls avant-gardes qu'il y avait du côté du chaos étaient les cavaliers maraudeurs qui ont directement, avec leur mouvement d'avant-garde et leur grand mouvement, contourné la ligne des tueurs nains et sont déjà passés derrière. Donc assez compliqué du côté quand même des impériaux qui sont vraiment massés dans leur bloc et qui ne peuvent pas vraiment bouger de peur de se faire charger. L'avancée a été intégrale du côté des guerriers du chaos, bien évidemment, en petit ordre, où les hommes bêtes ont l'air de quand même se concentrer vers les humains. En même temps, c'est leur puissance, hein, c'est leur némésis. Et les guerriers du chaos vers les gros blocs de tueurs nains qui sont posés sur le flanc gauche. Pour ce qui est de la magie, malgré le fait qu'elle soit bridée, fait un double 6 et des canalisations sont faites par le chaos. C'est assez violent ce qui va se passer, mais tout sera contré. Beaucoup de sorts vont être lancés, mais tout sera dissipé par les forces du bien. C'est assez impressionnant quand même hein, de voir ça, mais voilà, les 3 canalisations quand même des gentils, pardon, j'ai dit des méchants, les 3 canalisations de l'ordre a permis quand même à protéger tout ça, sans avoir utilisé de runes tueuses de sorts. Donc la lance d'ambre, la boule de feu ou le Hanraïr ont tout été stoppés. Pour ce qui est des tirs, les 5 cavaliers maraudeurs vont jeter leur hache sur les tueurs et en buter 3 pour commencer à écrémer les forces du bien. Pour ce qui est des mouvements des forces du bien du tour 1, eh bien, c'est plutôt simple, hein, mais mis à part une simple formation des halbardiers en détachement qui se mettent en colonne et qui s'approchent des cavaliers maraudeurs de l'autre côté, rien n'est fait du côté impérial, parce que tout simplement, s'ils avancent trop, ils vont se faire charger et c'est pas ce qu'ils ont envie. Ils vont tenter de blaster à la magie les ennemis. La magie fera un 5 et 4, plus une digitalisation pour les gentils. Une écaille d'acier sera loupée, une invulnérable de 5+, lancée par Gelt réussira par contre. Question de booster un peu les lignes. Au tir, les pigeons bombardiers vont exploser sur l'ingénieur, va exploser sur l'ingénieur et lui enlever un PV. Le mortier va toucher et va faire un incident 4, donc c'est de la merde. Et le teneur de feu va toucher les bestigores et les gores et en tuer 3 gores, 1 bestigore. C'est très 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 timide. J'ai mis très très peu de listes, c'est moi qui ai fait les listes d'armée, mais je ne jouais pas à cette table. J'ai mis très très peu de tirs pour qu'on ait du corps à corps bien violent pour une bataille comme celle-ci. Donc pour ce qui est du premier tour, la magie ne fait que dalle, à part un petit boost de Gelt qui passe, et les tirs entament à peine quelques hommes bêtes et quelques tueurs nains. Donc c'est très 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 timide. Du côté de la petite table, l'avancée de Kislev est assez rapide et la magie va faire quelques dégâts dans les incendiaires de Tzeentch, mais le nombre des démons est assez impressionnant et malheureusement ça ne suffira pas à les inquiéter. De toute façon, il faudra tous les buter. Le centre du cercle de magie est encore très bien défendu par les démons. Les Kislevites vont devoir charger et aller au corps à corps pour pouvoir vaincre cela. Donc pas de sort disponible pour le tour 2. Pas de sort de scénario. Donc tour 2 des guerriers du chaos. Aucune charge n'est faite par les guerriers du chaos. Ils temporisent au maximum pour pouvoir vraiment embêter l'Alliance. Les mouvements sont concentrés, les chiens viennent se placer devant les blocs de nains pour les rediriger vers les blocs d'hommes bêtes ou de guerriers du chaos que les joueurs veulent. Les cavaliers passent derrière l'hôtel de Grimnir en ayant un petit peu oublié que les halbardiers se sont reformés en colonne, mais bon, c'est vraiment là de la petite ligne qui se passe derrière. Mais c'est surtout l'arrivée en embuscade impressionnante, parce que oui, il y a un trou dans la ligne impériale. L'arrivée en embuscade
du deuxième bloc de gore qui arrive dans le dos des impériaux et des nains, qui arrive dans l'énorme bloc lancier, longue barbe, tonnerre de feu, etc. 30 gore qui pop dans le dos des nains par la règle embuscade des zombettes. La belle surprise que nous font les guerriers du chaos sur cette game-là, de tout de suite venir mettre des ennemis dans la ligne impériale. Et oui, les zombettes arrivent toujours à prendre par surprise. À la magie, c'est un double 5 qui sera fait. Franchement, l'Alliance du Chaos a fait des jeux de magie de fou. Il y aura une canalisation de l'Alliance du Bien. La Mutalite va lancer sur les longues barbes et va en buter 2 pour le plaisir. La boule de feu sera tentée sur Ungrim et va tuer 4 tueurs. Le Anraïr sera lancé sur les chevaliers impériaux et un Iré 9 va être lancé par Malagor qui va perdre un PV. Et oui, c'est comme ça que ça va se faire. L'autre sorcier du chaos n'aura pas de dégâts. Chose intéressante, vu que c'est la Mutalite à Vortex qui a fait quelques dégâts dans les longues barbes maintenant on la règle peur. Il provoque la peur parce que c'est une mutation du chaos, donc il provoque la peur. Super, quoi. Les gars sont corrompus par le chaos. Mais pour ce qui est de finir pour les tirs, les maraudeurs tueront un petit tueur nain en plus. Donc Malagor vient de perdre un PV, mais les chevaliers de l'Empire ne peuvent pas bouger sans faire un test de terrain dangereux où ils mourront sur un 1 et un 2. C'est assez terrible. Donc tour 2 de l'Alliance. La charge, qui sera la seule charge de ce corps à corps, de ce tour-là, des petits halbardiers en colonne de 10 sur le flanc des cavaliers qui vont s'enfuir et se reformer pour le plaisir. Pour le reste des mouvements, eh bien, c'est un énorme entonnoir de la mort qui est créé par les tueurs nains. Et ça sera tout, en fait. Et un petit recul des lanciers impériaux. C'est assez terrible. Franchement, ils sont vraiment bloqués dans leur ligne, l'Alliance du Bien. Mais ils n'ont pas le choix, en fait, véritablement. Je tiens à préciser pour ce qui est des décors que le petit régiment de détachement avec le répurgateur sont derrière un infranchissable, mais qui ne bloque pas la ligne de vue. Donc c'est vraiment une petite base de tir gratos pour les impériaux. Pour ce qui est de la magie, un 4 et 3 est réalisé par la magie du bien, avec une canalisation chacun. Une ultime transmutation sera lancée, donc attention aux irrésistibles, sur les élus. Et c'est un irrésistible qui est fait. Ça se voit qu'on est dans le nord, parce que Malagor fait de l'irré, Geld fait de l'irré. C'est un irrésistible 6 qui est fait. Geld va perdre un PV. Mais derrière, après, par contre, les élus sont touchés par la transmutation de plomb. Il y a, je crois, 9 morts dans les élus. Ça fait extrêmement mal. Et il n'y a qu'un seul régiment de chiens qui sera stupide à cause de ça, parce qu'il y a des transformations en or et les unités à côté doivent tester. Mais derrière, après, il n'y a plus de dés de magie parce que ça a tout pompé avec le fiasco. Mais quand même, 9 élus tués avec un sort, c'est quand même pas rien. Au tir, le tonnerre de feu tire et fait un incident 1 et explose. Et ça provoque la panique des halbardiers qui ont loupé leur charge sur les cavaliers et qui s'enfuient hors de la table. C'est parfait. Derrière, après, le pigeon bombardier touche les gores et tue 4 gores. Enfin, cette unité fait quelque chose d'assez intéressant. Et après, ce sont les pistolets de la Franche Compagnie qui tirent sur les Minotaures et qui retirent 2 PV, tandis que le répurgateur arme son pistolet et tire également sur les Minotaures et achève le Minotaure blessé. Donc toujours pas de corps à corps pour le tour 2 de l'Alliance et des guerriers du chaos. Donc c'est assez compliqué. Qu'est-ce qu'il se passe sur la petite table? Sur la petite table, le tour 2 par contre sera pas du tout le même, car dès le début du tour 2, grâce à la bannière de mouvement et un très bon jet de mes ours, car c'est moi qui joue qui se lève, la cavalerie Ursune et la cavalerie Griffon a réussi à charger les démons. Les ours chargeront le petit bloc de démons qui tiennent l'objectif, tandis que la cavalerie de la Légion du Griffon, elle va par contre impacter l'énorme bloc de démons qui défend les lieux. J'avancerai également mes unités et surtout je reculerai et je mettrai hors de vue du gros pack d'hurleurs, hors de portée, mes cavaliers Ungol ainsi que ma magicienne niveau 4, parce qu'il ne faut pas pousser, mais ces trucs-là, ça peut one-shotter le régiment direct et je perdrai ma magie, ce qui est quand même dur contre du Tzinch. Malheureusement aussi pour mon tour 2, bien heureusement, les corps à corps se passeront quand même plutôt bien. Les Ursunes dépoperont directement les 10 démons qu'ils affronteront. Et ma cavalerie Griffon, elle, par contre, va réussir l'incroyable vol. Je cible mes attaques. Je tue à la fois le porteur de la grande bannière des Tzinch, mais aussi le changelin directement à partir de ce corps à corps, en tuant, je crois, aussi un petit démon de Tzinch derrière et en n'ayant aucune perte de mon côté. Ma cavalerie a fait
ultra mal, mais par contre, les démons sont toujours indomptables et ne bougeront pas. Ce qui fait qu'autour d'eux, des démons de Tzeentch, les hurleurs survoleront Mehengol et en tueront presque un quart, leur provoquant une panique, tandis que c'est surtout le placement des incendiaires et surtout du char incendiaire sur le flanc de Mécossar qui les jettera, malgré que la magie tente quelque chose, mais que je la dissipe plutôt bien, les tirs blesseront à 2 PV, enfin moins 2 PV, 1 de mes ours, mais c'est surtout le char incendiaire de Tzeentch qui va carboniser 21 de mes cossards en un seul coup sur 24, provoquant une panique terrible malgré leur grande bannière et qui les mettront en fuite. Terrible corps à corps et tir, enfin terrible tir à ce moment-là, c'est catastrophique pour moi, je perds toute mon infanterie. Et derrière au corps à corps, je ne tuerai que 2 horreurs et je tankerai le reste des attaques, mais dans une difficulté assez extrême. Donc les démons sont toujours plus nombreux que moi. Il y a 2 régiments de démons, il y a 2 régiments de démons sur le cercle et 2 régiments de Kislevites à portée du cercle. Ça ne suffit pas pour être supérieur, donc ça tient du côté des démons de Tzeentch et c'est assez impressionnant. Donc tour 3 de la grande table. Alors là c'est parti, par contre c'est fini de se regarder en chien de faïence, c'est parti pour les charges. Les charges sont assez impressionnantes. Les minotaures plus le char chargent les chevaliers du cercle intérieur et les 2 réussiront. Les bestigors ainsi que le minotaure grande bannière chargeront les lanciers. Les gores ainsi que les gores de Malagor chargeront les longues barbes, mais les gores de Malagor louperont leur charge. Les élus de Crom devront faire une charge à 11 pour charger les tueurs de Ungrim et la charge passera. Au secours, direct tour 3, ça commence à tabasser sec. Ça va faire mal, hein. Des 2 côtés ça va faire mal, mais incroyable. Les charges sont en fait quasiment toutes passées. Il n'y en a qu'une de loupée, c'est le char du chaos contre le char de l'hôtel de Grimnir qui sera manqué. Pour ce qui est des mouvements, les cavaliers maraudeurs vont malheureusement louper leur ralliement malgré le fait d'utiliser leur marque du chaos à ce moment-là. C'est utilisable qu'une seule fois, bien sûr, la marque du chaos. Hein. Ils vont louper leur test et s'enfuir hors de la table, donc malheureusement, ils ne se sont pas totalement rentabilisés. Les chiens reforment un petit peu le peu qu'ils peuvent des nains, et les maraudeurs avec le sorcier et l'hôtel s'approchent avec la butalite de le reste de la ligne. Pour ce qui est de la magie, il y a un 6 et 3 avec une cana, dégâts et du chaos. La boule de feu est tentée sur les tueurs du flanc gauche, elle est loupée. Le Enraïr est tenté sur les tueurs au corps à corps, elle est dissipée. Et le puissant en force et en endurance est tenté sur les élus, et c'est dissipé aussi. Rien ne passera du côté du chaos. Plus de tirs, parce que les maraudeurs qui avaient les seuls tirs de la partie sont morts, enfin sont out. Donc on passe au corps à corps, et alors là, les corps à corps, c'est d'une violence, mais telle qu'on en a rarement vu sur la chaîne. Donc déjà, les bestigors avec la grande bannière Minotaure contre la grande bannière impériale et les lanciers. Il y a un duel qui est lancé, le sergent lancier va mourir à moins 4 PV contre le seigneur Minotaure. Un bestigor sera tué, 5 lanciers seront écrasés, mais vu qu'ils sont très largement indomptables, ça ne bougera pas. Derrière après ce sont les gores contre les longues barbes. Il y aura 4 longues barbes de tués et 5 gores de tués, mais ça restera de ce côté-là. Il y aura un reformement des longues barbes face aux gores, malgré le fait quand même qu'ils aient perdu le combat. Ils ont testé 2 fois. Et enfin, bien évidemment, c'est celui que vous attendez, c'est le défi et le combat élu avec Crom contre Tueur et Ungrim. Un défi, bien entendu, est lancé, les 2 seigneurs légendaires, Crom le Conquérant face à Ungrim, le roi tueur, qui a perdu Karak-Kadrin. Crom a 2 manières de combattre. Il a la manière à épée-bouclier et il a la manière doubles armes. Il prend l'épée-bouclier pour tenir le plus longtemps possible face à Ungrim pour éviter qu'il masse ses attaques sur les élus. Et tout simplement, Crom va frapper en utilisant, là je crois, la relance des blessés en marque du chaos avec tout le monde, y compris les élus. C'est assez violent, là, on va pas se mentir. Il va passer 4 attaques, il n'a que 3 PV Ungrim, mais malgré le fait de passer 4 blessures des attaques de Crom, eh bien Ungrim a quand même une 1+, qui descend à une 3+, et une invulnérable de 4. Ungrim n'aura aucun dégâts lors de ce duel. Et Ungrim, certes, ne dispose que de 4 attaques, mais il va en passer une seule à coup fatal, et Crom va louper son invulnérable de 5. Premier corps à corps, enfin premier défi, Crom est
décapité par Ungrim. What the fuck? Incroyable. Alors là, personne autour de la table ne s'y attendait, mais Ungrim vient de décalquer le lieutenant d'Archaon presque sans sourciller. Par contre, lorsqu'il se retourne, il voit que seulement 3 élus ont été tués par ces tueurs, mais en retour, 17 tueurs viennent d'être annihilés par les élus de Chrome. Oh, alors là, par contre, ça fait ultra mal du côté des nains, mais vu que ce sont des indémoralisables, ils ne bougent pas d'un pet. Dernier corps à corps, eh bien, ce sont les Minotaures et le char qui affrontent le grand maître, le prêtre guerrier et les chevaliers du cercle intérieur sur l'extrémité du flanc droit. Et là, bah, franchement, tout le monde a armes lourdes, sauf le grand maître. C'est vraiment impressionnant. Le grand maître décalquera un Minotaure avant tout le monde, mais véritablement les touches d'impact, tout ce qui va se passer en termes de pré-game avant les armes lourdes, tout sera tanké par l'armure colossale des chevaliers du cercle intérieur de Guillaume, mais derrière, la violence des Minotaures et la puissance des chevaliers impériaux feront que tous les chevaliers impériaux, les 10 seront one-shot par les Minotaures et le char. Par contre, en retour, 4 Minotaures sauteront et un PV sur un autre, mais les humains tiendront car le prêtre guerrier a la couronne de ténacité, mais c'est d'une violence extrême. Tous les chevaliers viennent de mourir et les Minotaures n'ont plus qu'un seul survivant sur ce corps à corps. C'est ultra impressionnant en termes de violence. Donc tour 3 de l'Alliance, l'hôtel de Grimnir charge les élus et il le passe, et les tueurs chargent les chiens, bien évidemment, qui sont face à eux. Pour ce qui est des mouvements, l'ingénieur... l'ingénieur qui a fait une fuite à cause de qui a fait une panique à cause du tonnerre de feu, bah, s'enfuira de la table. Désolé, j'avais oublié de le préciser. Il y a beaucoup de choses à dire et à écrire, je suis désolé, j'ai peut-être en loupé 2-3. Le répurgateur qui sent la mauvaise odeur des lanciers qui tiendront peut-être pas. Il sort de son régiment, il contourne légèrement la ligne et surtout il va chercher Malagor qui est pas très très loin là, il est dans son bloc de gore devant, un petit tir pourrait être beau, ça pourrait être sympa, je rappelle que c'est sa cible de répurgation. Donc voilà, c'est du replacement pour l'instant pour du côté de l'Alliance. À la magie, un 5 et 2 est fait. Gelt reste en place, il reste au centre, il a un crâne qui le protège un crâne géant qui le protège de la mutalite devant, donc il est plutôt à l'abri. Il y a une canade du côté des guerriers du chaos et c'est tout simple en fait, il y a le +1 en touche et en perfo du côté des tueurs de Ungrim qui est utilisé, qui est réussi pour qu'il fasse ultra mal aux élus mais qui sera pâmé du côté des guerriers du chaos, et une peau écailleuse est lancée à 12 pas autour de Gelt et ça passera, c'est assez violent, tandis que la peste oxydante est lancée sur les élus mais elle sera loupée en termes de phase de magie, c'est assez dommage. Pour ce qui est des tirs, le mortier tire sur les gores, il dévie de 4 et va en tuer 4, pardon, oui. Il dévie, mais il en touche quand même pas mal et en tuera 4 parce que c'est un énorme gabarit, hein, le mortier, malgré sa force 2. Et derrière après, pour ce qui est des tirs, il n'y a plus grand-chose de jouable, donc on passe au corps à corps. Au corps à corps, bon, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Mais les chiens sont one-shotés par les tueurs, bien évidemment, et les tueurs restent et se reforment face au nombre de personnes qui est en face d'eux. Du côté des gores contre les longs-barbes, il y a un seul long-barbe de tué, mais là, ils se sont retournés, les longs-barbes. Il y a 12 gores qui sautent, et là, ça fait mal. Hein. Donc, les gores s'enfuient, et les longs-barbes ne les poursuivent pas et se reforment pour voir le flanc des bestigores, Malagor, la mutalite, tout ça. Les chiens vont paniquer au centre avec la mort des gores et s'enfuir. Pour ce qui est du grand maître et du prêtre guerrier contre les minotaures et le char, eh bien c'est tout simple, mais le minotaure sera tué par le grand maître, le prêtre guerrier sera tué par le char, et ça va rester là du côté de ce corps à corps. Le grand maître d'ailleurs ne va pas suffisamment avoir d'attaque pour blesser à la fois le Minotaure et le char. Et le prêtre guerrier quand même arrivera à enlever quelques PV au char avant de mourir de la main du bestigore qui est dessus. Donc ça va tenir de ce côté-là. Enfin, eh bien, c'est bien entendu le Minotaure GB avec les bestigores contre les lanciers. Ça continue de meuler. Hein. Vous avez la vanne. Vous êtes sérieux?
5 lanciers seront tués, 2 bestigors vont sauter. Les 2 grandes bannières vont s'affronter en défi. Et là, par contre, là, ça suffira pas. Mais la grande bannière impériale va se faire décalquer par le Minotaure, bien évidemment. Et ça va rester là derrière parce que c'est toujours indomptable. Et enfin, le dernier des corps à corps, c'est l'énorme combat élu avec GB contre Ungrim et ses tueurs. Et là, il y a moins de touches parce que la marque du chaos est passée, les blessures ont été relancées, ils n'ont plus accès à ça. Et il y a surtout l'hôtel de Grimnir qui est venu aider. Il y a 8 tueurs qui vont sauter et 8 élus qui vont sauter à leur tour. Ça fait très mal, l'arrivée de l'hôtel amène un peu de soutien, mais alors là, le défi va se passer d'une manière totalement aléatoire, entre guillemets. Ungrim ne va avoir aucun dégât et n'arrivera pas à mettre suffisamment de dégâts au héros GB pour l'inquiéter avec son armure à 1+. Donc tout le monde va rester bien tranquille au corps à corps et va tanker la ligne pour ce qui est du tour 3 de la grande table. Parce que du côté de ma petite table, du côté des Kislevites contre les démons, les nouvelles charges sont, bien entendu, que les Ursunes viennent continuer de dégommer le deuxième pack d'horreur, tandis que mes mouvements, je rapproche ma magicienne et mes Ungol encore en vie du corps à corps. Je me place surtout devant le char incendiaire. Je réussirai à rallier d'ailleurs mes archers Ungol, mais pas mes cossards, qui vont malheureusement continuer de s'enfuir dans la douleur. À la magie et au tir, je vais exploser le char incendiaire qui m'a fait vraiment beaucoup trop mal. Et au corps à corps, je vais réussir avec mes Ursunes à arracher un bloc d'horreur, mais ça me fera sortir de l'axe du cercle. Et je réussirai à abattre 10 horreurs en concentrant mes attaques maintenant dessus et en loupant beaucoup de tests et l'instabilité un peu foirée de Jean Lama derrière. Et ne prenant aucun de mes dégâts sur mes chevaliers de la Légion Griffon. Mais les démons réussiront quand même à tenir et à continuer de m'embêter. La phase de tir des démons va m'enlever un Ursune qui était blessé. Et les incendiaires vont continuer de tourner autour de mes unités. Les hurleurs vont commencer à finir mes pauvres Ungol qui vont rester au corps à corps et au commandement. Et c'est surtout, malheureusement pour lui, à la fin de ce corps à corps-là, que ces horreurs craque à ce moment-là, mais il a encore un régiment d'incendiaires et la Légion du Griffon, donc un régiment chacun qui tiennent, donc il n'y a pas d'avantage à la fin du tour 3 des Kislevites. Il n'y reste par contre plus que les incendiaires pour tenir le centre, et parce que j'ai reformé mes Ursunes comme un débile, je ne tiens pas l'objectif, donc il va falloir encore attendre pour l'Alliance. Les Kislevites sont ralentis, mais ils continuent pour l'instant à meuler les démons. Donc tour 4 du chaos, les contre-charges arrivent. Les maraudeurs font pas trop le choix, mais ils vont au contact des tueurs. Le char du chaos vient charger de flanc l'hôtel de Grimnir. Et derrière après, je crois qu'il n'y a pas d'autre charge. Au mouvement, l'hôtel avance bien évidemment. Et bien entendu, Malagor s'envole très loin du répurgateur et passe derrière la ligne. Et surtout, je rappelle que Malagor, vous l'aurez vu dans la description, il a la lance d'ambre. Et il vient de se placer sur le flanc de Gelt. Aïe, 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 aïe. Donc c'est assez chaud. Les Gors, eux, viennent reformer les Lombards pour qu'ils ne puissent pas charger de flanc les Bestigors. À la magie, il y a un 6 et 4 et une canade Gelt est réussie. Malagor balance la lance d'ambre sur Gelt. Il va faire un irrésistible. Il va perdre un PV. Mais derrière, Gelt va réussir à passer son invulnérable à la magie. Oh là 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 là, putain, c'est chaud patate. Gelt a failli passer parce qu'il l'avait lancé au maximum. Donc Malagor perd un PV pour rien, malheureusement. Derrière, après, l'hôtel du chaos sera tenté, mais sera dissipé, bien sûr, par les forces du bien. Au corps à corps, les chiens le char qui attaque au corps à corps le grand maître sur le flanc droit. Il se fait one-shot parce que le grand maître a une meilleure initiative. Il ne lui restait plus que 2 PV. Les lanciers contre les Bestigors, il y a encore un Bestigor de tué et encore 5 lanciers qui sont écrasés. Mais le Seigneur Minotaure en bute 6 d'un coup. Donc là, il s'enfuit, il faut arrêter les conneries. Ils sont poursuivis, bien sûr, à seulement un des 6 par le Seigneur Minotaure, le Minotaure GB et les Bestigors. Et ça suffit pile poil à faire un 6 et à encaisser les franches compagnies qui sont derrière et à sortir de l'axe de vue des longues barbes.
donc c'est nickel. Et derrière après, c'est le combat tueur contre élu. Il y a 5 tueurs de tuer et 3 élus de buter. Mais par contre, ça y est, la grande bannière du chaos est tuée par Ungrim qui arrive enfin à la tuer. Malheureusement, eh bien, ça va rester là. Parce que les élus, malgré le fait qu'ils perdent au combat, ils ne bougent pas au commandement. C'est incroyable. Pour ce qui est des maraudeurs contre les tueurs, il y aura 6 tueurs de tuer, mais il y a 15 maraudeurs qui sont arrachés. Waouh! Alors ça, par contre, on s'y attendait pas du tout. Mais bon, les tueurs au corps à corps contre des mecs à poil, c'est un petit peu violent. Le sorcier, d'ailleurs, sera tué dans l'affaire par les attaques ciblées sur lui. Il y a une fuite qui sera tentée, mais les tueurs ne poursuivront pas et viendront s'encaisser, viendront se reformer pour voir le char du chaos qui vient apporter un renfort à l'hôtel de Grimnir. Donc, tour 4 de l'Alliance, ils tiennent sur le flanc gauche, mais ils souffrent sur le flanc droit. C'est les nouvelles charges. Le char du chaos est chargé par de flanc les tueurs, tandis que les Lombards viennent charger bien évidemment les Gors, anciennement accompagnants Malagor. Pour ce qui est des mouvements, le grand maître aurait voulu tenter une charge sur les Gors aussi, mais a loupé. Et le répurgateur vient de se rapprocher de sa cible. Pour ce qui est des mouvements, Gelt aussi, bien évidemment, voyant que le flanc droit va céder, sans peut-être à moins que les Lombards réussissent à tenir, il sent que ça commence à être un peu mauvais, il vient s'envoler et se place derrière la ligne des nains pour être à l'abri d'une quelconque charge, et surtout il se place derrière les lignes indémoralisables pour conserver en tout cas la possibilité de scénario. À la magie, un double 5, la magie est puissante, mais le scénario l'interdit. Interdit de lancer le sort à 25+. Une canalisation est faite par les nains. La meute dorée est lancée sur la mutalite. Elle va perdre 2 PV parce que c'est bien de la frapperie de la magie du métal. C'est enflammé. Ça fait sauter sa régène. Sauf il passe ce sort, mais avec un irrésistible encore. Et Gelt perd son 2e PV exactement comme Malagor. L'un et l'autre n'ont déjà plus qu'un seul PV à cause de la violence des vents de magie du chaos, des vents de magie dans le nord de Kislev. J'aime beaucoup parce que c'est très scénario par rapport à la fin des temps, donc je trouve ça super cool. Mais voilà, il arrivera à blesser la mutalite assez mollement. Pour ce qui est des tirs, le réplicateur va tirer sur Malagor, il va louper son tir. Tandis que le mortier va viser Malagor lui-même. Bien entendu, il fera un incident. 6, évidemment, hein, ça c'est cool. Il le visait en plus vraiment au minimum possible avec le bout de sa couronne. Donc ça aurait été qu'un force 2, mais ça aurait pu faire un vol. Donc le corps à corps, les élus contre les tueurs, il y a moins 1 PV sur le char de Ungrim, il y a moins 5 tueurs, il y a moins 4 élus. Et le char est one-shot, mais vu que le char est one-shot par le régiment de tueurs qui vient d'arriver, eh bien le régiment de tueurs sort de ce corps à corps là en charge irrésistible et donc n'apporte plus tous ses bonus fixes, ce qui est plutôt bien. Les élus vont donc encore une fois tanker Ungrim et ses tueurs et surtout continuer à emmêler. Ungrim a perdu plus des 3/4 de son régiment, les élus sont encore là. C'est super violent. Pour ce qui est des Gors contre les Longbarbes, il y a 4 Longbarbes qui sont tués, mais alors les Gors, ils se font one-shot au corps à corps sans ménagement. Et les Franches Compagnies contre le Minotaur GB qui commencent à avoir 8 attaques et les Bestigors qui l'accompagnent. Bon, alors là, il n'y a aucun choix et aucune possibilité. Les Franches Compagnies sont explosées et les Bestigors et les Minotaurs, le Minotaur GB se reforme face aux Longbarbes. C'est la fin du tour 4. Et sur la petite table, le tour 4 s'entame par Kislev, qui voit au centre, face à ses légions griffons et ses Ursunes, les derniers incendiaires qui tiennent l'objectif. On a été repoussés des Kislevites, on a été attirés dans le pièce de Zinch, qui nous ont séparés, on a perdu du temps. C'est la charge de Kislev au tour 4 sur les derniers démons qui tiennent le cercle, qui vont bien évidemment les exploser au corps à corps. Non sans mal quand même, j'ai perdu tous mes cossards et la moitié de mes Ungol, mais ma cavalerie aussi est un petit peu blessée. Je n'ai pas tout raconté dans cette partie, mais les cavaliers Ursun ont testé beaucoup de feux maudits et ont passé une régène de 5+, parce que c'est toujours drôle. La cavalerie Griffon a également une régène de 6+, c'est très 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 drôle de savoir ça. Et surtout, ma magicienne niveau 4, à cause également de nombreux irrésistibles qu'elle a fait, est désormais niveau 2.
Elle a perdu beaucoup de niveaux de magie. Encore une fois, vraiment, la magie du chaos à Kislev, quand elle n'est pas contrôlée 100% par les cercles de magie et que c'est la tempête du chaos, eh bien, ça rigole pas. J'aime beaucoup, c'est très, 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 très lore. Mais à la fin du tour 4, les Kislevites n'ont plus à affronter que les 5 hurleurs qui vont commencer à se défricher par magie et à se décrépir par le manque de magie. Le cercle est tenu par Kislev. Fin du tour 4. Kislev a gagné sa game. C'est donc le début du tour 5 pour la grande table. Début du tour 5, le chaos voit apparaître au bord de la table les Kislevites en renfort. Ils sont là juste pour le scénario, c'est pas du tout des nouvelles unités bien évidemment, mais surtout pour annoncer que ça y est, le sort peut être fait au tour 5. Tout va devoir se jouer maintenant, si jamais la magie est assez puissante. Autour du chaos, les bestigors, la mutalite chargent de front et de dos les longues barbes, tandis que les restes des unités en fuite sortiront de la table, les chiens ou les maraudeurs continueront de fuir pleutreusement. À la magie, un double 3 est tenté. Malagor, qui est toujours présent, qui s'est rapproché de Gelt pour toujours essayer de le one-shot, continue. La magie fait un double 3 avec une canalisation des nains, un plus 1 en force et en endurance tenté sur les bestigors, et il y a la rune tueuse de sort qui est utilisée à ce moment-là par le forgerune qui est dans les longues barbes, mais le sort n'est pas oublié. Et le Hanraïr sera dissipé derrière. Au corps à corps, le forgerune sera tué par le Minotaure Grande Bannière. Il y aura 2 PV enlevés sur la mutalite, 3 bestigors qui vont sauter et 10 longues barbes qui vont exploser au corps à corps. Face à cela, c'est assez violent. Et c'est là que la rune de stoïcisme des longues barbes est fortement utilisée, bien évidemment. Ils ont un bon commandement. Mais Gelt est loin et a un moins bon commandement qu'eux. Et les longues barbes loupent leur test. Ils s'enfuient, les longues barbes s'enfuient, mais ils ne sont pas rattrapés par le Minotaure Grande Bannière parce qu'il ne poursuit que d'un des 6. Et la mutalite également loupe sa poursuite. C'est assez dommage. Tandis que l'hôtel de Grimnir et les tueurs contre les élus, justement. Ça continue de se mêler l'un et l'autre, mais ça va rester vraiment... Les tueurs restent à 3 avec Ungrim, et les élus restent à 2, mais tank encore une fois au commandement. Le combat est incroyable. Et les tueurs contre l'hôtel du chaos, ils vont réussir à le mettre en fuite, mais ne réussiront pas à le tuer, et il va s'enfuir pour ce qui est de l'hôtel du chaos. On y arrive, on y arrive. Tour 5 de l'Alliance, c'est le moment, c'est maintenant que c'est jouable. La charge des tueurs sur le flanc de la mutalite pour venir sauver les longues barbes, qui se reforment d'ailleurs et qui se rallient. Pour ce qui est de la magie, parce que les bestigors, ils peuvent pas être tankés par les Kislevites vu que c'est seulement du scénarium en termes de figurines. On passe à la magie. Gelt s'est mis au centre de la table au niveau du magnifique arbre de Kislev et de l'arche ancienne en ruine qui est posée. Il va tenter de lancer son sort. Il jette à la magie et il fait 4, 3, 1, parce que là les vents de magie sont à 3D, il prend les 2 plus grands. Donc il n'a que 7 vents de magie. Et c'est là que les joueurs du bien tentent le grid. Ils prennent 2 dés pour lancer la boule de feu du réplicateur qui possède l'anneau de rubis de ruine sur Malagor, qui fait un double 1 à la magie, donc ils gâchent complètement leurs 2 dés qu'ils avaient. Donc au lieu d'en avoir 7, ils n'en ont plus que 5, alors que c'est le moment du scénario de la fin des temps quand même. Je vous laisse imaginer l'ambiance autour de la table. Et Gelt prend donc 5 dés, tente le 25+, pour être lancé et lancer la création du Bastion Blanc. Et Gelt fait un irrésistible 4. Oh là là là. Je vous mens pas, vraiment. Je ne fais pas la partie genre je veux que ça se passe comme ça. Non. Tout s'est vraiment passé en G2D. Vous avez 6 témoins qui étaient là, voire plus avec les filles qui étaient là. Irrésistible 4 pour Gelt. Le Bastion Blanc, donc, est créé. Le mur se dresse dans les steppes de Kislev, mais Gelt se transforme à ce moment-là en glace parce qu'il perd son dernier PV. Gelt meurt à ce moment-là, à cette bataille, en créant le Bastion Blanc. La magie mêlée entre la magie de la glace, la magie des runes et la magie du métal était trop pour cet homme, malgré le fait qu'il soit patriarche suprême. C'était trop puissant.
il se transforme en glace, il tombe au sol depuis le haut des cieux avec son Pégase et meurt. Mais le pire, c'est que c'est un incident 4, c'est un irrésistible 4. C'est-à-dire que c'est les limbes du chaos qui s'ouvrent sur 1, 2 ou 3. Et il fait 2. Le bâton de volant part dans le chaos. Rien ne pourra récupérer de Gelt. Une faille s'ouvre et Gelt est définitivement mort pour la fin des temps. Et comme je l'ai dit, tout est jouable jusqu'à la fin du tour. Il faut tenir jusqu'à la fin du tour. Et il reste une phase de tir. La phase de tir, le répurgateur tire sur sa cible, Malagor, loupe son tir, cette espèce de brelu, se tourne vers le mortier et indique au mortier de tenter le tout pour le tout. Visez Malagor. Le mortier impérial visera Malagor et fera un hit. Hit force 9 et va tuer Malagor au dernier tour. What? Le mortier, c'est de la merde, c'est force 2, 100 points pour rien. Mais là, Malagor, il a plus de points destin, c'est terminé. Il est définitivement tué par un tir ultra précis du mortier impérial. L'une des dernières unités qui a survécu du mortier impérial, de l'armée impériale même, durant cette bataille. Incroyable, Malagor meurt comme ça. Il se fait buter comme ça. Et pour finir, les élus du chaos seront annihilés et terminés par Ungrim et ses 3 derniers tueurs, tandis que la Mutalite sera tuée par les tueurs nains. Il ne restera qu'un bloc de Bestigor et le Minotaure Grande Bannière qui voit l'armée de Kislev arriver et surtout qui comprennent que le mur blanc vient d'être créé, le bastion blanc vient d'être créé et que la bataille est certes gagnée du côté de l'Alliance, mais ils ont perdu Balthazar Gelt. Incroyable partie, ça a été un pur plaisir. Bien, ben voilà, cette bataille de fou, ces batailles en fait de fou, vraiment, ça a été incroyable. Donc je remercie bien sûr Antoine qui était là pour découvrir un peu l'ambiance du studio et qui a fait le jet de dés fatal de Gelt bien sûr à la fin, qui a regardé les games, qui a essayé de comprendre, qui avait fait son initiation le matin pendant qu'on faisait la petite partie. Merci à Jean Lama qui m'a affronté avec ses démons de Tzeentch et qui m'a bien retardé 4 tours entiers alors qu'il était en défense avec des démons de Tzeentch. Pas rien. Merci bien sûr à Quentin avec son armée de nains et sa figurine incroyable du temple de Grimnir, bien évidemment, de l'hôtel de Grimnir ambulant. Merci à Guillaume avec son armée impériale qui a commandé Balthazar Gelt. Merci à Frametto qui a joué Chrome ainsi que Sega et Lucao. Et merci à Chogoris qui a joué les hommes bêtes de Malagor. Première fois pour lui et il a beaucoup apprécié. Que dire de cette game ? Que dire de cette bataille ? Moi j'étais ultra hypé, franchement j'attendais vraiment cette bataille et surtout les retombées qu'elle va avoir, tout ce qui va se passer sur cette fin des temps. Vraiment l'ambiance est folle, l'histoire c'est bien fait. Je trouve que le scénario était plutôt bien, même si on aurait pu au final vraiment se faire one shot Gelt dès le début avec une lance d'armes qui passe, mais il a une bonne résistance à la magie, il y avait très peu de tirs en face, donc techniquement je pense que vraiment ça pouvait se faire et ça pouvait se faire jusqu'au moment, et ça s'est vraiment fait jusqu'au dernier moment. Le fait que Kislev arrive, c'est bon, vous pouvez lancer le sort est dispo, pas beaucoup de vent de magie, en plus les joueurs impériaux et nains qui grident pour tenter de tuer Malagor avec une boule de feu, mais derrière qui font un irrésistible, la magie qui a été ultra violente de tous les côtés, mais Kislevite qui au final viennent avec une méga sorcière et repartent avec une petite sorcière, donc vraiment les vents de magie dans le nord de la tempête du chaos sont corruptibles à fond quoi. Si tu en prends, tu risques de te faire très mal. J'aime beaucoup que le scénario colle avec les jets de dés, en fait, c'est trop bien. Et à chaque sort qui arrivait à passer, même Gelt, même Malagor se faisait un petit peu mal, ils se perdaient des PV, jusqu'au moment en fait, où Gelt est mort, quoi. Gelt est mort, le shonen absolu, il est mort en lançant son sort ultime cataclysmique. Donc juste incroyable cette partie. Donc Malagor décédé pour de bon, Gelt décédé pour de bon, Chrome one shot en coup fatal par Ungrim, incroyable. Oh là là, comment ça avait mis l'ambiance tout de suite aussi. Ça avait tout de suite posé le café. Les élus plus 1 d'endurance qui ont tanké 40 tueurs plus l'hôtel de Grimnir, incroyable. On s'imaginait pas, et qui gagnaient à chaque fois le combat. C'est pas qu'ils perdaient, non, ils gagnaient le combat à chaque fois. Vraiment magnifique, alors que souvent on se dit les élus du chaos ça sert à rien.
mais c'est trop cher pour ce que c'est. Mais alors vraiment, là, on regrette pas du tout. Et on comprend bien hein, que cette bataille, le chaos, c'était très dur de la gagner. Mais qu'importe, le but là c'était de tester les premières défenses, c'était juste de venir dire coucou quoi. Hein. Parce que là c'est vraiment qu'un gars qui est parti en avant, c'est tout. Hein. C'est pas du tout le chaos comme on le connaît. C'était des armées de maraudeurs, de gores, de chiens du chaos. C'est que dalle, c'est rien du tout en termes de puissance du chaos. Mais c'est ce qu'on voulait. On voulait juste mettre la pression par le nombre. Les hommes bêtes, qui sont au final les seuls survivants encore capables de se battre à la fin du combat. Juste incroyable, hein, vraiment très très fort. Les impériaux qui au final n'ont que le grand maître, le répurgateur et le mortier qui survivent à la partie. Coup dur quand même. Les nains, surpuissants en termes de full corps à corps, où tu as très peu de tirs pour les affronter, mais les nains qui ont perdu 50% de leurs tueurs. Et ouais, 50% des tueurs de mort. Et c'est pas des armées qui pourront se repoper. Je vous rappelle que Karakadrin est tombé. Donc l'hôtel de Grimnir qui a pris un petit PV, mais celui-là qui les récupérera. Mais les tueurs, il en avait deux hordes. Grim, il en a plus qu'une. Hein. Maintenant, c'est terrible. Les longues barbes qui ne sont plus qu'une quinzaine. Ouah, dur quand même la bataille. Mais Ungrim, le seul donc qui cherchait la mort dans cette bataille, n'est pas mort. C'est dommage, hein, mais il n'est pas réussi à mourir, le gars. C'est terrible. Le démon de Tzin, donc le changelin, même s'il a été tué, c'est pas grave, c'est un démon, il pourra revenir. Qu'importe, hein, vous inquiétez pas, on garde, de toute façon les démons on peut les garder, il reviendra pas tout de suite par contre, hein, bien sûr, il faudra qu'ils se reconstruisent. Mais voilà, j'espère que cette bataille vous a plu, franchement pour nous ça a été un plaisir de la tourner. Jean Lama et moi, bien sûr, le matin, pendant qu'on faisait l'initiation d'Antoine, pour le plaisir, en non-tournage, vous ne la verrez pas celle-là. Mais c'est pas grave, vous avez vu la bataille des démons contre les Kislevites, et surtout l'énorme bataille de l'après-midi, 14h, 21h. C'est pour ça que, désolé pour la lumière, mais bon, on l'a fait aussi pas dans le studio, parce qu'on n'avait pas assez de place pour les 6 joueurs, mais on l'a fait dans la grande salle à côté, à la maison, d'où le manque de lumière à un moment, mais bon, vous avez le principal. J'espère vraiment que ça vous a plu. Ne manquez pas la vidéo récapitulative de ma fin des temps, de ma timeline, parce que là, on est quand même à un moment extrêmement important qui vient de se passer. Donc, je vous ai prévu avec des cartes, avec de l'évolution visuelle sur la carte du monde, des forces en présence et de qu'est-ce qui s'est passé dans ma propre timeline de la fin des temps. Donc voilà. Merci beaucoup à tout le monde. N'oubliez surtout pas de continuer de nous soutenir. On a besoin de votre soutien. Vous avez le Tipeee, vous avez Twitch aussi. On a lancé bien sûr les projets 2024 que vous pouvez découvrir donc sur les lives. Merci à tout le monde de votre soutien. Portez-vous bien et n'oubliez pas que la fin des temps ne fait que commencer. On en a plein d'autres à tourner. Merci beaucoup, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.